Salut à tous, 3e, 4e, 5e, 6e ou 7e, à quelle place finira l'OGC Nice cette saison? Le sprint final est lancé et les Aiglons ont leur destin entre leurs pieds. Il reste 3 matchs en 10 jours pour terminer une saison qui a fait naître les rêves les plus fous chez les supporters rouges et noirs, mais aussi quelques incertitudes. Un Money Time que nous aborderons en compagnie cette semaine de Léandra Iacono. Salut Léandra. Salut Mika, bonjour à tous. Vivien Seller. Salut Vivien. Salut Mika, bonjour à tous. Et Philippe Camps. Salut mon filou. Salut, je suis content d'être à côté de l'abbé Seller. Donc je vais pouvoir me confesser en fin d'émission. Et des faux airs d'abbé Pierre jeune, un peu, chez Vivien Seller. Il paraît, ouais, je l'ai appris à 5 minutes. Allez, au sommaire de cette émission, on va pas vous raconter la messe, mais on va faire un point sur ce sprint final qui débute dès vendredi soir par ce match face au Havre. Ça sera à 21h du côté de l'Alliance Riviera avec un focus sur Khéphren Thuram, mais c'est 3 matchs pour racheter peut-être sa saison. La 4e place, cadeau empoisonné, ce sera la question du pour-contre de la semaine. Nous évoquerons aussi les premières rumeurs mercato avec un Florent Ghisolfi, a priori convoité par l'AS Roma. Et puis en fin d'émission, dans le Souviens-toi de Philippe, nous parlerons de Marco Elsner, le père de Lucas Elsner, l'actuel entraîneur du Havre, un Aiglon qui a marqué l'histoire du gym à la fin des années 80 et au début des années 90. On démarre ce gym tonique par cette course à l'Europe donc pour les Aiglons et avec les résultats de cette dernière journée où Nice n'a pas joué. Ce sera le match en retard face au Paris Saint-Germain mercredi. Eh bien, on a sorti la calculette, Léandra, et on se rend compte que les Niçois peuvent encore rêver en grand. Tout est possible. 3 matchs, 3 finales entre guillemets. Comme tu l'as dit Mika, entre la 3e et la 7e place, le suspense est absolument entier. Nice est un petit peu entre les deux, peut regarder devant, doit faire attention derrière aussi. Mais en tout cas, oui, tant qu'il y a de l'espoir, la 3e place, elle est encore jouable. Allez, pour figurer tout ça, on va regarder tout de suite le classement de cette Ligue 1, donc après 32 journées, avec donc les Aiglons qui ont un match en retard, et on s'aperçoit donc que Nice est 5e au classement avec 51 points, 3e Brest 57 points, Lille 4e avec 55 points, Lens 6e 49 points, Lyon 7e 47 points et Rennes 8e 45 points. Philippe, c'est excitant tout ça, non? De savoir que l'OGC Nice peut aussi bien finir 3e que 7e, même si on ne le souhaite pas, bien sûr, pour la 7e place. C'est vrai que c'est une fin de saison à suspense, et donc dès qu'il y a du suspense, c'est excitant. 3 finales, a dit Léandra. Voilà, ça va être repris, 3 finales. Plus 3 matchs, bon, même Le Havre, c'est quand même une affiche sympa. Mais après, PSG et Lille, on peut avoir une dernière journée de fou, quoi. 3 grosses affiches quand même, parce que comme l'a dit Philippe, c'est vrai que Le Havre à domicile, il ne faut certainement pas mésestimer cette équipe. On en reparlera tout à l'heure. Mais Le Havre, PSG, Lille, si Nice prend 9 points sur ces matchs-là, Nice pourra peut-être être 3e au classement. Ah bah c'est sûr que c'est plus sympa qu'une fin de saison où tu n'as rien à jouer. D'ailleurs, globalement, très peu d'équipes n'ont plus grand-chose à jouer, un petit peu plus depuis le week-end dernier, mais c'est assez excitant de tous les côtés. Et effectivement, comme l'a dit Philippe, les affiches sont sympas, ne serait-ce que Le Havre, au-delà du club, mais par les dirigeants qui peuvent le composer, comme Mathieu Bodmer ou autre, il y a une petite saveur particulière. Et vu peut-être la perte de vitesse, peut-être un petit peu fort, mais la deuxième partie de saison un peu plus mitigée de l'OGC Nice, se retrouver à cette place à ce moment-là et avoir ce challenge-là à jouer, c'est plus que sympa, ouais. Alors on se rend compte, en regardant le calendrier que l'on va voir tout de suite, que par exemple, une défaite et un match nul de Brest face à Reims et Toulouse, en cas de 3 victoires de Nice contre le Havre, PSG et Lille, eh bien ça pourrait donner une 3e place. Pareil, si Nantes fait un petit match nul face à Lille et que Nice va gagner à Nantes. Donc, ok, ouais, cette 3e ou 4e place, on en parlera de la 4e tout à l'heure, elle est abordable. Derrière, il faut regarder aussi derrière, malgré tout, Léandra, parce que Lens et surtout Lyon, ça revient fort. Ça revient très fort. En fait, ce match contre Le Havre, c'est un peu le tournant, quoi. C'est un carrefour, vraiment, parce que si tu le gagnes, là, tu te mets vraiment en position, tu sécurises l'Europe, et puis après, tu es libéré, tu peux jouer les 2 derniers matchs en se disant, bon, bah, on n'a rien à perdre, pas de calcul. Mais par contre, là, si tu fais un mauvais résultat,
attention à Lyon et Lens derrière parce que ça revient très très fort. On va regarder, pour être honnête, le calendrier de ces équipes-là, de Lens et de Lyon en particulier. Lens qui va donc se déplacer à Rennes, match compliqué pour les Lensois avant de recevoir Montpellier qui sera un petit peu plus démobilisé, surtout avec la suspension de TJ Savanier. Puis Lyon, déplacement à Clermont qui a encore une toute petite chance de se maintenir, une chance infime de se maintenir même si ça va être compliqué. Et puis après la restriction de Strasbourg. Ça veut dire que Lyon a quand même un calendrier plus favorable. Donc Philippe, regardez devant ou regardez derrière là pour le coup? Moi je regarderai devant parce que au-delà de parler de Lens et de Lyon, je trouve que Brest commence un peu à s'essouffler. Ne pas battre Nantes à la maison, c'est déjà un signe. Et je suis assez surpris par Lille qui, dès c'est des matchs importants où il faut vraiment être là, ils sont pas là. Ils ont perdu à Monaco. Et là, ils mènent 2-0 à la mi-temps chez eux contre Lyon. Et ils perdent 4-3. Quand tu veux être dans les 3, si proche de l'arrivée, t'as pas le droit, quoi. Donc devant plutôt. Derrière, même Marseille. Marseille, ils ont 3 matchs aussi. Ouais, mais Marseille a une demi-finale encore. Mais jouer, c'est vrai. Ils peuvent être encore dans le coup mathématiquement. Même si je suis Lens, pas sûr. cette année, ils sont pas impressionnants. Il y a Lyon qui marche sur l'eau, là. T'as 2 points d'avance sur Lens, avec un match en retard. Et tu as 4 points d'avance sur Lyon avec un match en retard. 4 points d'avance, c'est quand même... En battant le Havre, tu peux te dire que c'est presque 2 matchs. Tu auras écarté Lyon. C'est ça. D'où l'importance exceptionnelle, et on en reparlera comme on le disait tout à l'heure, mais de ce match contre le Havre, quoi. C'est une finale, quoi. Je suis à 100% d'accord avec Leandra, oui, effectivement, à ce moment-là, tu pourrais voir un petit peu plus clair. Alors, à 2 journées de la fin, c'est logique, mais tu vas vraiment voir où tu te places, qui tu as mis à distance raisonnable, sur qui tu peux encore te baser devant. Effectivement, Brest et Lille perdent un petit peu des points en ce moment, donc t'as une vraie carte à jouer en cette fin de saison. Ouais. Leur mettre la pression, c'est important. Ouais. Mais moi, vous m'enlèverez pas de l'idée que ce championnat, là, sur plusieurs journées, cette fin de championnat, ça c'est difficile à lire, c'est vrai. C'est illisible, ça tronque un peu tout. T'aurais joué le Paris Saint-Germain entre les 2 matchs de Ligue des Champions, t'aurais eu une équipe complètement démobilisée par la Ligue 1. Là, ils viennent de se faire éliminer donc de Champions League. Ils vont peut-être mettre une équipe bis le week-end prochain. Après, ils auront Nice le mercredi. Peut-être qu'ils feront peut-être moins de tournées que prévu pour mettre une équipe compétitive pour leur dernier match à domicile de la saison et pour fêter leur titre de champion de France. Ils ont la finale de la Coupe. Et ils ont la finale de Coupe derrière, mais c'est une semaine après le dernier match. Donc, dans la gestion de l'effectif, je ne sais pas si le Paris Saint-Germain alignera une équipe bis contre l'OGC Nice en milieu de semaine la semaine prochaine. Moi, j'y crois plus qu'ils vont l'aligner ce week-end-là. Mais même si c'est pas une équipe bis, à la rigueur, ils ont battu l'équipe type du Paris Saint-Germain, Nice, en première partie de saison. Donc, mais c'était pas le même Nice. Tu vois, je sais pas, il n'y avait pas la même dynamique. Même si la dynamique est pas trop mauvaise là. Non, elle est bien, elle est invaincue depuis 4 matchs. Elle était meilleure à l'époque, ça c'est vrai. Moi je sais pas, ce match contre le Paris Saint-Germain là, il me... En fait, moi, ce que je trouve gênant, c'est que ce soit pas alors en début de saison, la Ligue peut pas définir que tel club sera en demi ou en quart, mais qu'il y ait une idée un peu tirée, une trame de dire s'il y a des clubs français, on étudie. Là, t'as l'impression que c'est un feu fait à l'arrache sur une journée. Il passe encore un tour. Bon, on va. Et c'est vrai en termes d'équité, même pour les équipes du bas, je crois que le Havre avait un petit peu râlé par rapport au nul de Paris contre Clermont parce que Paris est fait tourner. Chacun le voit comme il veut. Après, Paris a fait tourner contre le Havre, ils ont fait match nul. Oui, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu à l'arrache. Mais ce qui va être important, c'est de voir si la saison prochaine, justement, c'est établi dès le départ, et que ça concerne toutes les équipes. Au moins, c'est clair, parce que si ils effacent tout des tablettes, on a l'impression que c'était juste pour cette année, là par contre ça deviendra scandaleux. Et puis surtout faire un calendrier pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un match à jouer entre les 2 derniers de championnat, des matchs en retard à jouer entre les 2 derniers de championnat, parce que ça c'est un peu n'importe quoi. On va écouter le coach de l'OGC Nice, Francesco Farioli, sur ce sprint final et cette première balle de match face au Havre vendredi soir. Il est devant la caméra de Philippe Bertini. Alors c'est clairement un match qui est fondamental et décisif pour notre parcours. Une victoire nous garantirait mathématiquement de terminer dans le top 6, qui est notre objectif depuis le début de la saison. Les 3 derniers matchs, je les vois comme 3 marches. On va les prendre une à la fois et celle de vendredi est la première et la plus importante. Voilà, bien préparé ce match. Les Aiglons ont eu une dizaine de jours pour le faire, donc avec cette trêve imposée par la Ligue. On va parler maintenant de cette 4e place, évidemment, parce que l'OGC Nice n'est qu'à 4 points
de Lille 4e, avec donc ce match à Lille dans la dernière journée de championnat. On s'est posé la question dans le pour-contre cette semaine, c'est parti. La 4e place, un cadeau empoisonné. Je ne vais pas dévoiler les arguments de mes camarades et je vais les laisser parler. Est-ce que cette 4e place, ma chère Léandra, serait un cadeau empoisonné pour Nice? Pour moi, elle le serait. Alors je comprends, quand on se place du côté de Nice, on se dit que voilà, jouer une 4e place, ça n'arrive pas tous les ans, qu'il ne faut pas cracher justement sur un tel parcours, de tenter d'atteindre la Ligue des Champions. Après, moi, pour avoir suivi l'AS Monaco pendant 2 saisons où ils ont essayé de l'atteindre, franchement, c'est terrible. C'est un parcours harassant. Vraiment, pour les pattes, pour les têtes, c'est très très dur. Même quand on passe le 3e tour préliminaire, où à la rigueur, on peut peut-être se permettre d'avoir un adversaire un peu à notre portée. Les barrages, voilà, le GC avait joué Naples. Vraiment, en fait, on le traîne sur tout le reste de la saison, parce qu'on a la reprise, entre guillemets, de ce 3e tour préliminaire, ça va être 6-7 août, donc 10 jours avant la Ligue 1, donc on reprend beaucoup plus tôt. On a 4 matchs de plus que les autres adversaires de Ligue 1 sur le mois d'août, et pour quel résultat final? Peut-être repartir sur la Ligue Europa, parce que le perdant de 3e tour préliminaire ou des barrages sera basculé en phase de poule de la Ligue Europa, qui commence 25-26 septembre. J'évoque aussi le mercato, parce que forcément, de ne pas savoir dans quelle compétition européenne tu vas jouer, ça perturbe un petit peu tout ça. Il y a des joueurs qui vont être un peu en stand-by, qui vont attendre de savoir dans quelle coupe le GC Nice va jouer pour dire oui ou non, pour s'inscrire dans un projet. Et ça, en fait, ça réclame énormément, en tout cas, ça retarde un petit peu toute la préparation d'une équipe, d'un club. Donc pour moi, c'est une saison, en plus une intersaison qui va être un peu particulière, des départs, des gros départs, Thuram, Todibo sans doute, on n'est pas à l'abri non plus d'un départ du coach ou du directeur sportif, on en reparlera. Donc c'est le moment où peut-être que Nice a besoin de stabilité, aura besoin d'un été peut-être un peu plus calme pour se reconstruire de ce côté-là, et donc d'atteindre peut-être la 5e place et une phase de groupe de Ligue Europa qui commencerait fin septembre, ça serait peut-être un peu plus sécurisant. Sécuriser la 5e place pour Léandra. Vivien. Mais moi justement, Léandra en parlait et entendait un petit peu cet argument visiblement. Quand t'es l'OGC Nice et dans la situation actuelle du club, je trouve que tu peux pas cracher entre guillemets sur ce type de place. Quand t'as un club habitué à la Ligue des Champions, tu peux te dire bon, à la limite sur une année autant être en Europa et pas trop galérer avec ces tours préliminaires. Quand t'es l'OGC Nice, je pense que ça fait partie d'une forme de progression. Évidemment, si tu peux être 3e, c'est mieux sur tous les plans, mais tu peux difficilement cracher dessus. Tu prends de l'expérience, c'est un suivi. Effectivement, au pire des cas, tu es rebasculé en Europa League. Le seul petit bémol que je peux entendre, c'est que sur la saison et à la longue, ça peut être un petit peu pesant dans les têtes, mais je pense aussi, alors je connais pas les chiffres exactement, mais pour un club, je pense qu'être 4e plutôt que 5e ou 3e les années précédentes, quand c'est celle-ci qui permettait d'avoir ce ticket-là, je pense que financièrement, c'est intéressant pour les clubs, et même s'il y a une petite incertitude sur ce que tu joueras ou pas, je pense qu'au niveau du lustre de ce que ça représente, ça peut être quand même quelque chose de bénéfique pour le club, et on se rend compte, pour l'exemple le plus récent, que Marseille est éliminé dans ses tours préliminaires cet été, et ça ne l'empêche pas de faire une bonne perf en Europa League cette saison avec cette demi-finale. Donc pour moi, je trouve que en tout cas pour l'OGC Nice, si c'était un autre club, peut-être ce serait différent. C'est une forme de progression, et je vois difficilement comment on peut ne pas vouloir entre guillemets de cette place. Juste pour l'argument de Marseille, ils font effectivement un très beau parcours en Ligue Europa, et au moment où on enregistre cette émission, eh bien, on ne sait pas s'ils sont qualifiés pour la finale ou pas, mais en championnat, ça a été catastrophique, et ils risquent de ne pas jouer de Coupe d'Europe la saison prochaine. Ouais, ça peut être pris en compte. Alors que l'OGC Nice a peut-être l'ambition de jouer encore une Coupe d'Europe, effectivement, les années suivantes. Et je rajouterais, Mika, pardon, que j'ai oublié de le dire dans mes arguments, qu'en fait, sur les 8 dernières tentatives françaises, il y a un seul club qui a réussi à atteindre la Ligue des Champions, c'est Monaco lors de la saison 2016-2017. Pour arriver ensuite en demi-finale, en étant champion de France par la même occasion. Comme quoi, ça peut servir. Ça peut servir. Philippe, qui t'a convaincu le plus parmi des arguments très bons de la part des deux Ouais, les deux, un bon débat, des bons arguments. Moi, je vais aller un peu à l'inverse de ce que je suis et être plus pragmatique, parce que je n'ai pas envie de t'enflammer aujourd'hui. Parce que je suis pas vraiment dans la vie, mais je pense que Léandra a raison dans le sens où ça peut te griller une saison entière, quoi. Reprendre, là on ne sait pas quel été va passer Nice, reprendre avec des confrontations comme ça,
Après, tu peux à la rentrée exploser. En même temps, tu vas à l'encontre de ce qui est le sport. Il vaut mieux finir 4e que 5e. Hein. Mais je me demande si sécuriser la place, c'est quand même pas plus mal dans le sens où je vois pas l'avenir sans nuage. Et en allant de là peut-être, est-ce que l'avis d'une Ligue des Champions pour l'OGC Nice ne serait pas trop grand aussi pour la saison prochaine? Parce que ça, tous les supporters, ils en rêvent, évidemment, c'est des placements en Ligue des Champions. Mais pour le club, dans la progression club, est-ce que jouer une Ligue des Champions la saison prochaine serait quelque chose de finalement bien pour la marche du club quand on connaît le désengagement progressif d'Ineos, les incertitudes, tout ça? Mais est-ce qu'une qualification, alors tu le saurais très tardivement si tu passes par ce tour préliminaire, mais te permettrait pas aussi d'avoir une forme de stabilité à Ineos, je sais pas ce que l'avenir sera fait, mais de rester un peu plus engagé, que s'il y a une Coupe d'Europe un peu moins clinquante? Bon là c'est un peu de la politique fiction, du football fiction. De la fiction, je cherchais du football fiction. À ce moment-là on le sait pas, mais je trouve que c'est difficile de refuser, tu n'auras pas le choix, si tes résultats sportifs te le permettent, tu y vas, et sinon tu vas pas. Bon, il va. C'est une forme de progression et des paliers à franchir. Si tu te loupes ou que tu rates un peu ta campagne, sur le long terme, ça peut peut-être te servir, je pense. Non, mais la question, elle se pose vraiment de savoir est-ce que parfois il vaut mieux juste être en Ligue des Champions et faire de la figuration, entre guillemets, ou alors en Ligue Europa et c'est tenter quelque chose. Essayer de sortir des poules, d'avoir un parcours un peu sympa. Sachant que cette année, il n'y aura pas de club reversé de Ligue des Champions jusqu'à la Ligue Europa. Ça sera vraiment 2 compétitions distinctes. Donc c'est-à-dire que tu taperas pas... Tu commences avec les mêmes équipes, quoi. Exactement. Voilà. Et tu affrontes et peut-être du coup un peu... moins forte. Et justement, Vivian, on a... Ouais, vas-y. Après, la Ligue des Champions, la Ligue Europa, même avec tout ça, c'est pas le même étage. C'est pas le même lustre. Non, mais bien sûr. Tout le monde souhaite la Ligue des Champions ici, donc, sur ce plateau, évidemment. Brest, ils sont bien contents. Et pourtant, je pense que pour la marche du club et tout... Alors pour eux, la piste est vraiment grande, mais bon. Mais ça fait rien, c'est bien, c'est super. Bravo, oui, ça les fera progresser encore plus. Mais c'est vrai qu'il y a le pragmatisme et il y a les rêves de tout le monde, parce que nous, on en rêve aussi, hein, clairement. Il faut pas... Et puis les supporters, c'est sûr que les enfants, ils ont envie de ça. Tout le monde se rappelle de Naples, même si c'est un mauvais souvenir en termes de résultats, mais il y a un côté souvenir que ça peut laisser, même si tu prends une ou deux volées, malheureusement, contre des gros clubs. C'est intéressant. Alors, on a regardé un petit peu comment ça marche pour ces tours préliminaires et ces barrages. On a essayé de comprendre, c'est pas On a essayé de comprendre parce que c'est pas évident avec cette réforme de la Ligue des Champions. Vivien, admettons donc que l'OGC Nice finisse 4e. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, si nos informations sont bonnes... mais elles devraient l'être. Hein. Voilà, l'OGC Nice aurait 2 tours à passer pour atteindre les... Enfin, c'est plus les phases de poule, mais cette poule unique de Ligue des Champions. Avec, pour ce premier tour, ce 3e tour préliminaire, des équipes d'autres championnats évidemment, mais de championnats quand même assez cotés. À l'heure actuelle, tous les championnats ne sont pas terminés, il y en a même qui sont en play-off. Pour le championnat portugais, Nice pourrait affronter un club comme Benfica. Pour les Pays-Bas, ce serait Twente ou la Z Alkmaar. Pour la Belgique et l'Écosse, d'ailleurs, c'est des championnats où il y a des play-offs. Pour la Belgique, ce serait le Club Bruges, Anderlecht ou l'Union Saint-Gilloise, donc quand même qu'on quelques références. Et pour l'Écosse, ce serait le Celtic ou les Rangers, comme chaque année. De toute façon, s'il n'y en a pas un qui est un, l'autre qui est deux. D'ailleurs, les deux, je crois, s'affrontent ce week-end dans un des matchs des play-offs. Donc voilà, il y a quand même du beau monde. Effectivement, du lourd, et ça c'est que pour le tour préliminaire. Effectivement, et après il y aurait le barrage pour atteindre la phase de poule unique. Phase de poule unique, tu l'expliquais brièvement, mais chaque club n'affronterait plus en match aller-retour chaque équipe. Il y aurait 8 matchs par équipe, et avec des matchs allés chez l'un, que des matchs allés secs, pardon. Donc Monaco ou Nice, ou les équipes qualifiées pourraient, je sais pas, aller à Madrid, mais ne pas recevoir Madrid. Enfin, c'est vraiment une nouvelle formule, quoi. Et du coup, est-ce que Philippe a compris déjà tout ça? Rien. Parce que si Philippe a compris, tout le monde a compris. J'ai rien compris. Le retour avec des matchs. T'as que des matchs allés, en fait. Voilà, tout simplement. Tu n'affrontes tes équipes qu'une fois en Ligue des Champions. Ça s'appelle même plus match aller alors. Non, c'est des matchs. Des matchs, c'est c'est match de poule, tout simplement. Donc tu affrontes une fois le Real, par exemple, une fois, je sais C'est pas. ça, Nice deux pour être en équipes Ligue de des chaque Champions, chapeau. aller au Real, aller à Liverpool, aller à l'Inter et recevoir le Club Bruges, ou Voilà, aussi le par côté exemple. potentiellement négatif entre Non, guillemets. je crois qu'ils équilibreraient d'ailleurs. Je pense, en termes de sur un chapeau. calcul de ouais. fait. Il me semble. Bon voilà, on en saura évidemment plus, peut-être déjà dès la semaine prochaine, voire bien d'ici la fin de son championnat après le match face à Lille. Mais voilà, on voulait se projeter déjà un petit peu sur ce qui pourrait arriver à Nice la saison prochaine. En cas juste de 5e place, c'est phase de groupe, phase de poule de la Ligue Europa, et ça c'est clair. Mais c'est le même principe. Hein. C'est le même principe, avec 8 matchs. Une poule unique avec 8 matchs. D'accord. C'est ça. Et c'est la Ligue Europa Conférence, c'est le même principe, mais avec seulement 6 matchs. D'accord. Bon, ça, la Ligue Europa Conférence, c'est si jamais le GC Nice termine 6e,
septième. voire 7e, C'est parce ça. que c'est vrai que si Lyon gagne la Coupe de France aussi, voilà, ça peut. Et, Ça peut jouer. et même ça, un peu presque à l'inverse du débat Ligue des Champions. Des fois, c'est des compétitions, on va dire, l'Europa League Conférence. Là, Lille était très content d'aller loin. Quand le gym est allé assez loin contre balle, les supporters et les sueurs sont très contents. C'est sûr que les premiers tours de cette compétition-là sont pas très sexy Ouais, c'est quand pas on sexy, va ouais. à Chisinau en Moldavie ou je sais plus trop. Ah, c'était bien. Hein, Mais Chisinau. non, mais c'est exotique, c'est sympa. regardé. Non, pour la beauté du match et le prestige de l'adversaire, un peu moins. Mais dès que tu commences à franchir des tours, même financièrement pour le club, je pense que c'est intéressant. Oui, évidemment, c'est plus intéressant l'Europa League pour l'OGC Nice. Et on ne parle pas évidemment de la Champions League, mais c'est encore un rêve un petit peu lointain. Léandra l'évoquait tout à l'heure, il commence à y avoir des rumeurs autour de l'équipe dirigeante, de l'entraîneur, du directeur sportif de l'OGC Nice. Et on a appris par la presse transalpine, Léandra, que le directeur sportif de l'OGC Nice, Florent Ghisolfi, était convoité par la Roma. C'est Est-ce ça. vrai ou faux? Alors la Roma se cherche un directeur sportif. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et a priori, Florent Ghisolfi serait leur favori. Donc la presse transalpine vraiment est unanime. Hein. Ce n'est pas que la Gazzetta, c'est le Corriere della Sera. Enfin, c'est beaucoup de journaux différents. Donc, est-ce qu'il va rejoindre la Serie A et la AS Roma? Il est bien trop tôt pour le dire. En revanche, on a confirmation que des contacts existent depuis plusieurs semaines. L'été dernier, Florent Ghisolfi, et là je parle en porte-parole de notre collègue William, qu'on embrasse fort, l'été dernier avait déjà été courtisé par des clubs de Ligue 1, notamment l'AS Monaco. Il avait aussi reçu quelques sirènes d'Arabie Saoudite, qu'il avait repoussé exactement. Et là, on va dire que le challenge de l'AS Roma ne le laisserait pas insensible. Forcément, c'est un beau club, une belle ville, mais pour le moment, on n'en sait rien, on ne sait pas s'il va partir ou pas. Parce qu'effectivement, le projet à Nice a changé. Florent Ghisolfi a été recruté pour un certain projet du côté d'Ineos et la voilure a été largement baissée depuis le début de l'été, depuis l'été dernier. Donc c'est vrai que ça ne serait pas étonnant, Vivien, de voir Florent Ghisolfi en tout cas réfléchir à son avenir ailleurs. Ce serait pas étonnant, mais Philippe en parlera mieux que moi, on en parlait tout à l'heure hors émission, ça peut être un signal, à voir comment l'interpréter, mais pas forcément un très bon signal par rapport à la recherche de stabilité que peut espérer avoir l'OGC Nice, ce soit même sur le banc. Est-ce que derrière un départ de Ghisolfi peut pas avoir comme conséquence directe un départ de Farioli, même si l'un n'est pas forcément lié à l'autre? Moi ça me pose question, il y a beaucoup de dirigeants à l'OGC Nice et Ghisolfi a l'air d'avoir amené de la stabilité, d'avoir fait des bons choix. Un de ces départs m'inquiéterait pour le gym quand même. Philippe, ça serait un coup dur pour l'OGC Nice, le départ éventuel de Florent Ghisolfi? Ouais. Au-delà d'un coup dur, je trouve que ça serait un signal désastreux. Parce que c'est quand même lui qui porte le projet sportif de l'OGC Nice. Le voir partir pour la Roma, même si c'est un bon club et une ville magnifique, ça prouve que le projet à Nice, il a maigri quoi. Donc il avait déjà maigri, là il serait rachitique. Ouais, voilà. Et je sais pas moi, le coach risque de partir. Lui, il aurait pu amener un coach qui connaît bien et voilà que. Oui, tu penses à Francaise par exemple. Je pense à Francaise. Qui réfléchit à son avenir du côté de Lens. Oui, voilà. Et puis pour être remplacé par qui, Ghisolfi? Il y a Grégory Lorenzi là, qui fait du bon boulot du côté de Brest, que Nice Justement, avait essayé d'avoir. Il fait du bon boulot à Brest, mais il a aussi des beaux défis devant lui, donc il y a pas mal d'incertitudes. En fait, c'est vrai que sur le marché, il n'y a pas énormément de directeurs sportifs du talent de Florent Ghisolfi. Et est-ce que ce ne serait pas un moyen, en n'infirmant pas évidemment ses contacts et ses rapports avec la Roma de la part de Florent Ghisolfi, de mettre un peu la pression sur Ineos en leur disant « Attention, regardez, je suis convoité par la Roma, donnez-moi peut-être les moyens de bien travailler la saison prochaine avec l'OGC Nice et tout le monde sera content ». Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu une part d'intox, comme ça se fait d'ailleurs dans le mercato pour les joueurs, qui veulent des fois des contrats un peu supérieurs et tout ça, pour un directeur sportif de les se dire « Oui, ok, je les ai vus, bon, maintenant, je sais pas, qu'est-ce que vous me proposez, vous, quoi ?» On va dire, on sent que là, depuis quelques semaines, les jeux d'agents commencent à se réveiller un petit peu. Il y a des rumeurs qui circulent. Le coach, certaines pistes aussi de l'OGC Nice. Donc, ça serait pas irrationnel. Ça peut même être un coup bien tenté. Après,
de là à l'affirmer. Non, pour le coup, je pose la question, évidemment. Zéro info, mais c'est vrai que déjà cet hiver, au mercato hivernal, son nom circulait du côté de Liverpool, donc pourquoi pas finalement. Je pense qu'il manque William. Mm. C'est William qui aurait pu nous dénouer le. William, il a déjà dit dans le journal aujourd'hui. C'est ça. Mais, oui, mais je pense que Son intuition, tu veux dire. Ouais, puis je pense qu'il a du biscuit, quoi. Donc, On va attendre qu'il revienne. Il reviendra, voilà, il on va reviendra. attendre qu'il revienne. Et On va pas le faire venir en hologramme là. après, je trouve. Tupac. Après, je connais pas Ghisolfi par cœur, mais je pense qu'il est suffisamment malin, intelligent et pour aussi se servir de cette situation. C'est pas une situation qui le dessert, hein, quand on est convoité en Italie. Après, il y a un élément important à prendre en compte quand même, c'est que Florent Ghisolfi, et c'est pas pour le dénigrer ou quoi, ne parle pas italien, ça c'est certain, parle l'anglais un peu comme Vivien. donc, quand on est directeur sportif d'un grand club, ça peut aussi entrer en compte. C'est un petit détail, certes, mais ça peut avoir son importance à un moment donné. Mais en tout cas, c'est Ouais, quand même un puis, bon signal, un signal désastreux peut-être s'il partait, mais c'est quand même un beau signal de voir ton directeur sportif être courtisé par la Roma, ou ton entraîneur être courtisé par l'Ajax Amsterdam ou le Milan AC. C'est déjà le signe que ça travaille plutôt bien. Après, Julien Fournier est parti en Italie. À Parme. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Non. Avec le président, ça n'allait pas du tout. C'était un beau bourbier. Voilà, je cherchais le mot. En plus, la Roma, pas vulgaire. quand on a un passé niçois, c'est pas. Eh oui, Francesco Sensi, tu te Francesco rappelles. Sensi, donc bon, ça a changé depuis. Ouais. Hein. Mais Oui, et puis il n'y avait pas trop de lien à l'époque entre les deux clubs au final. non. Il n'y avait jamais eu cette transversalité qu'on peut avoir, par exemple, aujourd'hui, dans des clubs, ce qu'on appelle les clubs satellites. D'ailleurs, un petit mot sur Manchester, ils sont pas bien. Manchester United, ils risquent de pas jouer la Coupe d'Europe. C'est ça. Je t'avoue que la première ligue, à part la lutte pour le titre, j'ai pas trop suivi Alondra la l'a suivi un suivante. peu plus. Ils Ah sont oui, pas- Manchester, c'est Hein, ça va être compliqué. Ah oui, Donc, oui. tu n'auras pas de dérogation si jamais Nice doit jouer la Coupe d'Europe. Non, là, c'est pour le pas moment, possible. la question se pose de moins en moins. Donc, c'est question déjà se une bonne pose- Ah oui, nouvelle. comme pour Milan et Toulouse cette année avec Ouais, Redburn. C'est ça. En revanche, j'ai vu que Jean-Claude Blanc était quand même président de Manchester. Intérimaire, ouais. Intérimaire, mais bon, pour 2 ou 3 mois, ça va être le président de Manchester. Ouais. Et ils essayent de faire Gareth Southgate, Oui. a priori, en tant qu'entraîneur. Alors qu'Eric Ten Hag pensait, lui, qu'il allait continuer. Donc, Ah. c'est un peu... Donc, Tout est un peu là-bas bancal aussi, dans tous les Il y a sens. beaucoup de questions qui se posent de leur côté, mais qui se répercutent fatalement sur les dirigeants et sur la gouvernance de cette équipe de l'OGC Nice. On parlait des rumeurs du côté donc, du directeur sportif et peut-être de l'entraîneur. On va parler des rumeurs côté joueur avec l'indiscret. Les premières rumeurs mercato, Léandra, du côté des joueurs de l'OGC Nice, côté des départs peut-être déjà. Ah, moi, je partais sur les arrivées. Eh ben alors va Non. sur les arrivées, Non, non, je vais mais pas voilà, te il y a- contrarier. Oh là là. On a vu qu'il y avait des petites rumeurs qui circulaient, c'est un peu le jeu. Le mercato commence plus tard cette année, avec Ah. l'Euro, 1er juillet. Donc je pense que ça va... C'était quand d'habitude, au mois de 10 juin juin à peu Ah, près. d'accord. Donc voilà, des premiers noms qui circulent. On a parlé de Yazice de Lille, peut-être Abdelli d'Angers. Moi, ce que je peux dire sans affirmer ou confirmer, c'est qu'il faut se méfier des rumeurs qui circulent. On a bien vu avec les dirigeants actuels que généralement les pistes Qui sortait très longtemps en avance. qui sortent longtemps à l'avance ne se concrétisent jamais. Donc on verra. Soyons prudents. Exactement, soyons prudents. Et au niveau, d'une arrivée aussi, Morgane Sanson, entre guillemets, Définitive. si l'OGC Nice l'emporte contre le Havre et que le top 6, normalement c'est le top 8, est sécurisé, Morgane Sanson a joué, quoi qu'il arrive, déjà la moitié des matchs de l'OGC Nice cette saison, de la saison. Donc, son option d'achat sera levée automatiquement, option d'achat de 5 millions d'euros, lui qui appartenait à Aston Villa. Donc C'est il plutôt une sera bonne bien. nouvelle. Exactement. Pour Morgane Sanson. Hein Voilà. Oui, On pour- est C'est plutôt une d'accord. bonne Ouais, nouvelle, oui. pour 5 millions d'euros, Oui, C'est un bon coup. c'est une bonne affaire. Au Sinon, niveau côté départ, côté départ, alors on a souvent parlé de Thuram Todibo. Bon, c'est les deux qui partiront quasiment à 100% cet été. exactement, c'est en tout cas les infos qu'on a de notre côté, ça ne changera pas. L'OGC Nice prévoit une saison sans Thuram et Todibo la saison prochaine. Du côté des départs également, Valentin Rosier, dont l'aventure n'a jamais vraiment Est-ce qu'il est commencé. vraiment arrivé monsieur L'aventure n'a jamais vraiment commencé à l'OGC Nice. 50 minutes
de jouer depuis son arrivée en janvier. 3 petites apparitions en Ligue 1, c'est une pierre dans le jardin de Florent Ghisolfi, quand même, malgré tout, sur le mercato d'hiver. Alors, une pierre, oui. Une petite pierre, parce que c'était un pari et avec voilà, on va dire un caillou, exactement. Parce que finalement, la prise de risque, elle n'était pas énorme. C'était oui, mais du coup, tu n'avais pas derrière droit. Oui. Remplaçant. C'est ça. Après, Antoine Mendy a fait le taf quand Lotomba était blessé. Mais donc, oui, Valentin Rosier, son option d'achat ça sera pas levé. Ne sera pas levé, non. Qui était à 4 millions d'euros. Physiquement, pas assez fiable. Il n'a pas assez convaincu. Et concernant Thuram et Todibo, quels sont aujourd'hui les clubs, on l'a beaucoup dit, mais qui s'intéressent à lui? Il y a eu des émissaires à Strasbourg, je crois. Il y a eu des émissaires de Manchester United à Strasbourg. Après, de ce qu'on sait de sources proches du club, des émissaires de... Il y en a tous les matchs. Et voilà, il y en a à tous les matchs en ce moment, peut-être un peu moins là, mais il y en avait vraiment tous les matchs à domicile, vraiment. Pour Jean-Claire Todibo, on parle surtout de Manchester, l'Atlético Madrid aussi, qui a priori ça serait peut-être un match à 2 équipes. Pour Khéphren Thuram, Manchester, la Juventus, il y a pas mal de Liverpool peut-être, pas mal de clubs qui se renseignent. Bon, on va suivre effectivement tout ça, c'est un peu tôt pour évoquer des rumeurs vraiment concrètes aujourd'hui, mais voilà, on voulait faire un petit point sur ce qui se passait dans les coulisses du club du côté du Mercato. On va passer à l'avant-match donc de cette rencontre entre Nice et Le Havre vendredi soir 21h du côté de l'Alliance Riviera avec un appel à tous les supporters évidemment de l'OGC Nice, un appel qu'a déjà lancé les ultras de la Populaire Sud, tous au stade vendredi soir. Évidemment qu'il faut du monde pour pousser cette équipe de l'OGC Nice, parce qu'on l'a dit, il y a 3 finales à jouer pour les Aiglons et la première commence dès vendredi soir au stade. Il faut, pour reprendre les mots de la Populaire Sud, des animaux. Voilà, ils aiment bien dire des choses comme ça. Évidemment, c'est des animaux qu'il faut dire, mais dans leur communiqué, c'était des animaux. Il faut que tout le stade fasse du bruit pour essayer de battre cette équipe du Havre. Ça sera très important. Vivien, une équipe du Havre qui, on va dire, n'a pas son maintien encore assuré, mais qui s'est donné un tout petit peu d'air là sur les derniers matchs. Alors la relégation directe est quasiment impossible. Maintenant, ils ont 6 points d'avance, ils ont un goal average très favorable à Lorient de mémoire, donc ils pourraient encore être inquiétés par la place de barragiste finalement. Là, ils ont vraiment repris des points au bon moment en battant notamment Strasbourg, mais ils ont fait une deuxième partie de saison très compliquée parce qu'ils étaient 11e à la trêve. Ils surfaient un petit peu sur la dynamique de la montée. Pour avoir eu quelques échos, il y avait vraiment une euphorie en ville. Alors je dis pas que tous les matins les gens craquaient des fumigènes en terrasse, mais il y avait quelque chose de derrière ce club-là et derrière cette équipe. Et là, il y a eu une vraie forme de soulagement a priori depuis la victoire contre Strasbourg. Le club, lui, visiblement, s'attendait à être à cette place plus ou moins et dans cette bataille en fin de saison. Promu, on rappelle. Et promu, effectivement, avec une belle saison la saison dernière en Ligue 2. Là, après le match contre Nice, le dernier match à domicile pour eux contre Marseille, c'est déjà sold out. Donc voilà, en revanche, guichet fermé, on dit. À guichet fermé, c'est vrai. Mais on parle international, comme tu parlais de Manchester, tu vois. Je me sens pousser des ailes. Le bon point pour l'OGC Nice, même si vous allez me dire le gym a du mal contre les petites équipes, une seule victoire à l'extérieur pour le Havre cette saison contre Toulouse et 11 matchs nuls au total dans le championnat. Ça fait partie des équipes qui ont fait le plus de matchs nuls cette saison. On n'en veut pas du match nul. Voilà, mais à l'extérieur en général c'est pas très fiable et ça gagne assez peu en tout cas. Et rappelons qu'au match aller, le Havre avait battu l'OGC Nice sur un score lourd quand même, 3-1 avec cette fameuse expulsion de Todibo dans cette rencontre qui avait un peu miné cette saison. Je crois qu'on lira un article dans le journal, dans Nice Matin, de ta part, Léandra, tu as senti l'angle. Jean-Pierre Todibo. J'en ai déduit tes questions en conférence de presse, effectivement. Et en conférence de presse, Francesco Farioli, le coach niçois, a rappelé ce match aller. Est-ce qu'il y a eu des différences dans la préparation? Est-ce qu'il a visionné ce match aller et les autres matchs du Havre? Est-ce qu'il s'en est servi? Écoutez la réponse du coach transalpin. Si analyse tutto perché chiaramente on analyse tout. Clairement, le match aller peut être une référence, mais également l'évolution au cours de la saison, les nombreux changements et ajustements que chaque coach a apporté à son équipe. Donc il faut effectivement se référer à l'expérience passée, mais être attentif aussi au match récent, au tout dernier match. C'est une équipe, Le Havre, qui a beaucoup changé. Ils ont joué avec une défense à 4, une défense à 3. C'est une équipe qui sait s'adapter à son adversaire, qui sait être agressive, qui sait attendre quelques mètres un peu plus bas. C'est une équipe qui a des joueurs de grande valeur quand ils attaquent en terrain ouvert. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place si on veut préparer ce match au mieux. Voilà donc Francesco Farioli sur ce match face au Havre. Le Havre entraîné, bien sûr, Vivien, par Lucas Elsner,
que l'on connaît très bien sur la Côte d'Azur. Oui, fils de Marco, dont Philippe parlera bien mieux que moi d'ici quelques minutes. Mais bien sûr. Et d'une époque que je méconnais totalement. Bien sûr. Et Luca Elsner, peut-être à la surprise générale, qui a été nommé pour les coachs de l'année cette saison Ligue 1, d'un article que j'ai lu d'un confrère normand et havrais, il pourrait donc, je le souhaite pas au Havre, mais être entraîneur, ou en tout cas sur le papier, entraîneur de l'année en ayant son équipe reléguée. Et apparemment, il y avait déjà eu un précédent en France. C'est assez rare, mais ça paraît assez fou quand même de se dire que je pense pas que ce sera Luca Elsner, mais en tout cas sur le papier, une équipe qui peut être reléguée avec le coach potentiellement élu coach de Ligue 1, c'est assez étonnant, et ça a déjà arrivé. Si ça échappe à Eric Roy, ça c'est sera entre Eric Roy et Luis Enrique, mais Eric Roy avec l'équipe qu'il a, Eric Roy nous on pousse derrière Eric évidemment. Eric Roy viendra le fêter sur le plateau de Gym Tonic, comme ça c'est parfait. Mais Luca Elsner, on va dire que c'est surtout sur la première partie de saison, parce que le Havre il fait du bon boulot. bascule sur la phase retour 11e. Ils étaient 11e, c'est ça, oui, tout à fait. Et un bon coach qui sur la globalité de la saison, c'est étonnant. Aussi, qu'il a dit à plusieurs reprises qu'il aimait ce club, qui rêvait un jour, pourquoi pas, également d'entraîner cette équipe de l'OGC Nice, qu'il en était toujours supporter au fond du cœur. Est-ce que ça peut jouer, tiens Philippe, toi tu as connu un petit peu ces choses-là, un entraîneur comme ça qui aime un club beaucoup, on a vu Luis Enrique contre le Barça par exemple, en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, la Luca Elsner adore l'OGC Nice, aime l'OGC Nice, on va penser qu'il est à fond pour son club, pas pour l'OGC Nice dans ce match-là. Il va rien faire pour faciliter la tâche des Niçois, en tous les cas, dans cette rencontre. Ouais. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est complètement impossible. Ouais. Non, il est coach du Havre. Il viendra peut-être un jour au gym, hein, mais bon, là... Chacun son camp. Ouais, chacun son camp, et c'est effectivement à la fin qu'on verra où ils en sont. Avec Mathieu Bonner, également, qui fait partie de l'organigramme de cette équipe du Havre, qui est le directeur sportif de cette équipe du Havre. Tiens, un directeur sportif que pourrait recruter l'OGC Nice. Mais il a prolongé jusqu'en 2027. C'est vrai, je sais, il a prolongé. Puis en cas de départ de Ghisolfi. Il a dit qu'il irait qu'à Paris s'il quitte le Havre. Ah ouais ? Je crois. D'accord. Pour remplacer Luis Campos, là, pour le coup. Il a dit que le club qui pouvait le faire réfléchir, effectivement, c'est le PSG. C'est le Paris Saint-Germain. Pour le moment, on n'était pas venu frapper à sa porte côté PSG. Bon. On va passer au focus de la semaine. Il est consacré à Khéphren Thuram. Khéphren Thuram qui s'est présenté donc en conférence de presse cette semaine. On a titré 3 matchs pour se racheter. Alors c'est peut-être un peu dur pour se racheter, mais voilà, on sait que Khéphren Thuram n'a pas fait une grande saison sous les couleurs de l'OGC Nice. Léandra, et pendant que je te parle, on va regarder les stats de Khéphren Thuram cette saison. Alors, d'un point de vue comptable, déjà, on va dire que c'est maigre. Un but seulement et aucune passe décisive marquée en Ligue 1 cette saison. Et dans le jeu aussi, on n'a pas souvent vu le Khéphren Thuram qu'on adorait voir les saisons précédentes. Oui, côté statistique, pas bon. Côté impression sur le terrain... Poussif. Poussif, exactement. C'est le mot, en fait. Mais c'est parce qu'on a d'énormes attentes. Et pour le moment, en tout cas cette saison, il n'y a pas répondu. Alors oui, il y a pas mal de circonstances atténuantes, des petits pépins physiques qui traînent et qui lui ont empêché d'avoir de la continuité. Et c'est un joueur, il l'a dit, je pense qu'on l'écoutera tout à l'heure, mais qu'il avait besoin d'être à 100% physiquement pour donner tout son potentiel. Et on l'a quasiment jamais vu à 100% physiquement. Peut-être là maintenant, il est en train de remonter en puissance et au bon moment parce que Nice a besoin de lui. Moi, j'ai aimé son match à Strasbourg. J'ai trouvé vraiment qu'il avait apporté quelque chose, un dynamisme et vraiment une révolte. J'ai trouvé que dans sa manière il avait pris ses responsabilités. Et c'est ce qu'on attend en fait tous les matchs parce que j'ai l'impression que c'est un peu en dents de scie pour le moment. Dès qu'on dit qu'il fait un bon match, et ça a aussi été le cas avec les espoirs, le match d'après, il n'est pas là. Donc moi, je veux voir 2 ou 3 matchs d'affilée de Khéphren à fond et contre le Havre, il sera très important. Philippe, 3 matchs pour se racheter. Est-ce qu'on est trop dur dans ce titre avec Khéphren Thuram ou c'est logique finalement de dire ça vu sa saison ? On est hélas pas trop dur parce que moi je reste sur ma faim. Pourtant c'est un joueur que j'adore. Je trouve qu'il a tout pour lui et il a tout pour être le jeune premier, faire un récit, une aventure. Dans cette équipe, je sais pas, mais il manque quelque chose qui fait qu'on s'attache au club, aux couleurs, tout ça, mais il manque quelque chose dans cette équipe pour qu'on s'y attache vraiment, pour qu'on soit vraiment épris
Et il n'y a pas un joueur qui ressort. Bon, l'autre jour, j'ai vu Bulka sur le plateau et j'ai trouvé qu'il était lumineux. C'est un formidable moment. Voilà, qu'il était lumineux, il était top. Et c'est vrai que lui et Barr ont fait une saison magnifique. Mais cette saison, il n'y a pas un joueur qui a pris le stylo en main pour écrire un récit et puis emporter tout le monde avec lui. Comme l'avait pu faire Ben Arfa ou Balotelli dans les dernières meilleures années de l'OGC Nice, peut-être. Ouais. Khéphren Thuram, aujourd'hui, ces 3 matchs-là, ils sont super importants aussi pour lui, parce que lui, il essaye de trouver un club la saison prochaine de haut niveau également. Il y a l'Euro, il y a les Jeux Olympiques peut-être aussi. Donc voilà, ces 3 matchs, il faut qu'il se montre là, à tout prix, il ne faut plus qu'il se cache là. Oui, je ne sais pas si ça va lui permettre de se racheter ou pas, même s'il fait 3 super matchs, ça nuancera très peu le bilan de sa saison. En revanche, pour la suite, pour lui, oui. Je trouvais aussi que les choix alors Deschamps, je pense qu'il ne faut pas trop rêver, mais les choix d'Henry, s'il n'est pas retenu pour les Jeux Olympiques, ce sera peut-être aussi un petit peu une confirmation de ce qu'on peut globalement penser sur cette saison un petit peu décevante. Ça serait étonnant quand même qu'il ne soit pas retenu. Après, que l'OGC Nice ou son futur club disent tu y vas ou pas, parce que c'est pas des dates FIFA, on verra, mais je pense qu'il sera au moins dans la liste de Thierry Henry au départ. Oui. Thierry Henry, il adore. Il adore, bien sûr. A priori, ouais, je lui souhaite. Et puis après, il y a les deux, c'est que si statistiquement c'était pas terrible, mais que dans le jeu on voyait un autre impact vraiment défensif, etc., assez criant, ce serait une chose. Là, les deux, c'est assez décevant. Et je regardais les 2 saisons précédentes, c'était 4 buts, 3 passes en Ligue 1 et 2 buts, 4 passes la saison dernière. Donc il y a quand même, on n'est pas passé de tout à rien, mais globalement, il y a quand même un peu moins cette saison sur tous les aspects. Pourtant, lui estime avoir progressé d'un point de vue défensif et dans le jeu. Également, Khéphren Thuram, on l'écoute. Ma saison, il y a eu des hauts et des bas, mais comme je l'ai dit, je suis un joueur qui est devenu beaucoup plus intelligent et c'est ça qui m'intéresse. Si on regarde mon début de saison jusqu'à là, j'ai beaucoup progressé. Que ce soit, comme je dis, un point qui est très important pour moi, parce qu'on connaît mes qualités offensives, je suis capable de faire des percées et tout ça, mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était mon placement défensif et l'intelligence tactique. Et sur ça, il n'y a pas de doute que j'ai progressé. Oui, on les entend, mais personnellement, je fais pas tellement attention à ça, parce que comme j'ai dit, il y a des gens autour de moi qui me conseillent, qui me disent quand j'ai été bon, qui me disent quand j'ai pas été bon. Donc les sifflets, non, je fais pas trop attention à ça. Je suis quelqu'un qui est très très lucide. Je regarde mes matchs, j'analyse mes matchs à la fin de chaque match, que ce soit avec Julien Sablé, il essaie de me faire progresser. C'est très bien qu'il y a mon père qui est là pour me faire progresser, c'est mon frère, donc ça fait partie du jeu, mais franchement, j'ai pas trop fait attention. Ah oui, les sifflets qu'avait ressenti Khéphren Thuram, c'était après le match contre Nantes, et quand il était sorti en cours de match. Ça avait été dur, évidemment, pour Khéphren Thuram, pour un jeune joueur que, comme tu l'as dit, Philippe, qu'on adore et qu'on voudrait voir plus haut, évidemment, dans cette équipe et dans le jeu. Il est lucide, Andra, quand il dit qu'il a progressé d'un point de vue défensif et dans l'intelligence de jeu. En tous les cas, est-ce que tu l'as ressenti, toi, au cours de cette saison ? Moi, personnellement, je ne l'ai pas ressenti, mais alors est-ce qu'il y a des paramètres qui m'échappent, qui sont peut-être un peu plus techniques ou des choses que le coach demande qu'on ignore? Parce que ça arrive parfois, on note des joueurs et au final, on n'a pas tous les paramètres pour analyser. Mais pour moi, oui, je trouve... Après, peut-être qu'il a progressé, le coach l'a dit aussi. Et on va l'entendre tout à l'heure, le coach. Ouais, mais moi, je reste quand même sur ma faim. Je pense qu'il peut faire mieux parce que, ok, intelligence de jeu, mais il y a aussi, voilà, Vivien l'a dit, l'impact. Et moi, je trouve qu'il a souvent manqué d'impact et même parfois, il a disparu dans les matchs alors que ce qu'on attend de lui, c'est vraiment d'apporter un élan. Et sur ça, non, j'ai pas senti une progression par rapport aux autres années. Après, peut-être qu'on ne le voit pas assez, ce travail de l'ombre plus défensif. Je dis ça parce qu'il y a quelques temps, en conférence de presse à Monaco, on a plus ou moins posé les mêmes questions à Youssouf Fofana, qu'on trouve des fois décevant sur les matchs. Il a dit la même chose. Voilà, un peu plus lambda. Il expliquait, il dit peut-être que vous voyez plus le côté éclatant sur les gros matchs parce que je vais plus me projeter balle au pied et que sur les matchs où ça se passe moins au milieu de terrain, je fais le même travail aussi propre, mais que vous êtes moins focus là-dessus. Donc c'est peut-être aussi à nous de le prendre en compte et de voir un peu plus différemment les choses. Mais quand des joueurs ont ces qualités offensives, que ce soit pour le coup Thuram ou Fofana, la qualité de frappe, la percussion, balle au pied, on est toujours un peu déçu et frustré quand on les voit pas faire ça, quoi. Ce qui est certain, Philippe, c'est que si Khéphren Thuram finit par 3 bons matchs sous les couleurs niçoises, Nice sera pas loin de gagner ou en tous les cas d'assurer ses places européennes parce que c'est vraiment le joueur qui peut te faire une plus-value, une différence dans un match.
Oui, c'est un joueur qui peut déclencher la percée, la passe, qui peut casser les lignes, qui peut... Moi, j'ai juste un truc, c'est que c'est peut-être mentalement qu'il est encore pas au niveau de son frère, par exemple. Et j'ai l'impression que c'est un joueur qu'il lui faut un coach qui le gère à l'affectif un petit peu aussi. Et je suis pas sûr que Farioli gère ses joueurs à l'affectif. Et il me semble que sous Digard ou avant... il était couvé, ça c'est sûr que Didier Digard le couvait. Il était couvé et... Patrick Vieira aussi au début. Il était couvé, protégé et... Est-ce qu'il a besoin d'être encore couvé, Khéphren Thuram? Peut-être pas couvé, mais tu peux avoir 30 ans et puis marcher à l'affectif. Hein. Même à 45. Voilà, mais c'est pas être couvé, quoi. Donc... est-ce qu'il lui manque pas un coach qui le prend par le cou, qui lui murmure à l'oreille et qui lui dit des vérités et puis mais Oui, aussi je en pense lui qu'il disant faut ce qu'il qu'il fait soit bien. secoué un petit peu. Enfin, Les moi j'ai l'impression que parfois il a du consignes, mal à se faire mal aussi. secouer un peu. Il a cette attitude un peu nonchalante, c'est vrai, mais... Son frère l'avait aussi les premières années, je dis ça parce que je me souviens de l'avoir vu très jeune à Sochaux. Alors il pouvait évoluer, mais il a vraiment ce côté nonchalant. Bon, bah visiblement, il a bien travaillé, progressé parce qu'il a franchi les paliers assez impressionnants. Donc ça peut venir aussi plus tard, la maturité chez son frère. Je Ce qui m'en est fais sûr, pas c'est de qu'il est soucis. bien entouré. Voilà, Quand c'est même. ce que j'allais dire. Ce qui ne Ouais. fait pas de souci, c'est qu'il a un entourage, béton. Hein. Ouais, Donc, et qui n'hésite pas, hein, il nous le disait tout à l'heure, il nous le racontait en conférence de presse, Khéphren Thuram. Son père n'hésite pas à le chambrer, hein, même d'ailleurs, quand il loupe des gestes faciles, à lui dire comment il faisait le dernier geste. On rappelle que Lilian Thuram n'était pas du tout un grand buteur et qu'il a dû marquer 2 buts dans sa vie. C'est un des pourtant... du monde. Les plus importants peut-être de Non, l'histoire. puis chez les jeunes, des fois, on les monte, enfin là, il est beaucoup plus jeune. Il est international, hein. On a Depuis qu'il est international, j'ai envie de dire qu'il n'a pas su confirmer ce statut. On a Khéphren vu Thuram. Zahir Emery. Hein. Il a une grosse blessure aussi. On en a fait un. On voit que ces derniers temps, avec le PSG. Tu as raison, il a fait 6 mois. Il est un très petit moyen. Voilà, il est un petit peu dans le dur, quoi. À partir du moment où il s'est blessé au fameux France-Gibraltar, là, pour sa première sélection, juste À après Nice, son but, à Nice, effectivement. Après, Zahir Emery, ça a été un peu plus compliqué. Mais Pour après, terminer, excuse-moi Mika, mais si il parle autant de son intelligence de jeu, c'est peut-être aussi parce que le coach lui demande moins peut-être les percées qu'on aime, ou j'ai l'impression qu'il y a Le vraiment bride un un peu, peut-être, calcul. presque. Je Oui, pense ça, qu'il y moi, a... je pense qu'il est bridé. Moi, Exactement. je pense qu'il est un peu bridé, Khéphren Thuram, dans le système de Francesco C'est dommage. Farioli, que l'on va entendre justement à propos de son milieu de terrain. Credo sicuramente di sì, credo che sia un giocatore più completo, un giocatore più maturo. Oui, je crois que oui, c'est devenu un joueur plus complet, plus mûr. Les critiques font partie du parcours. On critique les joueurs, les entraîneurs, les clubs, ça fait partie de notre métier. Khéphren a su faire avec. Il y avait eu peut-être un écart entre les énormes attentes à son sujet et certains matchs où il n'était pas à 100%, mais il a répondu en grand joueur, avec fermeté et lucidité, faisant montre d'une grande maturité. Et ce que j'ai vu ces dernières semaines, ça a été une sorte de déclic mental. Il assume ses responsabilités. Quand un ballon est en jeu, il le prend sans peur. Il a grandi et mûri, notamment dans l'apport défensif. Il a progressé dans la régularité en match également. Après, il y a toujours sa qualité de lecture individuelle qui lui est propre et qui le rend unique, précieux et qui fait qu'il est observé par beaucoup d'équipes. Un giocatore così richiesto ed apprezzato da tante altre squadre. Voilà donc ce que l'on pouvait dire à propos de Khéphren Thuram. 3 matchs pour se racheter ou pas dans cette fin de saison de l'OGC Nice. La compo probable de ce Nice-Le Havre. C'est parti, on y va. Une compo probable que va nous présenter Léandra, avec un effectif, ma chère Léandra, quasi au complet du côté de l'OGC Nice. Vas-y. Francesco Farioli va avoir l'embarras du choix. C'est ça. Oui, seul Diop qui est longue out jusqu'à durée. la fin de la saison pour son pied. Sinon, tout le monde est sur le pont, donc ça fait marcher la concurrence. Même si je pense que depuis quelques matchs maintenant, Farioli, il a quand même un 11 assez type. Bon, la défense, quoi qu'il arrive, ça ne bouge pas parce que Lotomba va mieux, donc il sera sur le côté droit de la défense. Ça, c'est la défense type Voilà, c'est indéboulonnable d'ici la fin de saison, sauf blessure, évidemment. Exactement. La Ou charnière suspension. Todibo Dante et Barre qui réalise de magnifiques performances en ce moment et depuis le début de la saison. Au milieu, Au milieu de terrain, Sanson qui joue très bien. La petite incertitude, c'est Youssouf
avec Rosario, parce que Youssouf, il est revenu contre Strasbourg. Ouais, c'était pas ouf. Hein. On l'a pas senti hyper affûté quand même. Ah non. Après, il a eu 10 jours encore On là dirait pour. moi qui reviens de vacances, de 2 mois de vacances. Cancun. Quand même pas. Il a plus de cheveux déjà, ça c'est sûr. Pour travailler physiquement, après, il apporte toujours ce côté soldat dans le combat, dans tout ça. Donc, on a choisi de reconduire Youssouf. Et puis, Khéphren Thuram, évidemment. Je pense que c'est l'un des premiers noms qui est couché aussi sur les feuilles de match de Francesco Farioli, au vu de son importance, même si on en attend toujours mieux. Et puis, le trio d'attaque, Shaw, Mofi, Boga, Guessant qui était titulaire contre Strasbourg. Il a marqué un penalty, il n'a pas réussi tout ce qui... Il n'a pas fait les bons choix. Non, il n'a pas fait les bons choix. Et puis en fait, on sent ce genre de joueur qui ne joue pas depuis longtemps et qui a envie de faire la différence un peu seul parce qu'il y a une frustration qui s'installe. Mais voilà, maintenant le trio d'attaque depuis quelques matchs type, parce que Francesco Farioli a mis du temps à trouver son attaque type. Voilà, c'est Shaw, Mofi, Boga. Donc même si il pourrait y avoir un Guessant ou un Mofi à la place de Shaw sur le côté droit, et du coup l'un des deux passerait dans l'axe. Ça, c'est pas impossible non plus. C'est pas impossible, c'est clair. Après, Shaw, on voit qu'il monte en puissance quand même, et là, c'est lui qui obtient le penalty contre Strasbourg, et sa deuxième mi-temps, elle est quand même assez... et que c'est pas exceptionnel, mais en tout cas, il est... C'est l'équipe type, ça, hein. Ouais, c'est l'équipe type. Si on regarde, Philippe, la saison de l'OGC Nice, c'est individuellement peut-être, sauf entre Mofi et Guessant, mais tu peux pas non plus peut-être enlever Guessant tout le temps, mais c'est ce que tu dois avoir. Et Rosario qui a fait quand même un intérim plutôt réussi à la place de Youssouf quand Youssouf était blessé. En sentinelle. En sentinelle. Ouais, mais quand Youssouf est bien, physiquement, je pense que pour moi, il n'y a pas photo entre les deux. Bon, voilà ce que l'on peut dire à 48 heures de cette rencontre. Merci Landra, entre l'OGC Nice et Le Havre concernant la compo probable. Et on le répète, on vous attend nombreux du côté de l'Alliance Riviera pour effectivement faire du bruit et encourager les Rouges et Noirs dans cette dernière ligne droite, dans cette quête vers l'Europe. C'est l'heure du Souviens-toi avec Philippe. On y va. Et on va parler, Philippe, moi, d'un joueur qui a marqué mon enfance, Marco Esner. Je me souviens, c'était mes premiers pas au Stade du Rail, avec Miloš Zelmas, avec Jules Bocandé. Tu avais la sucette quand tu allais Non, j'avais pas la sucette. J'étais un peu plus grand, quand même, pour avoir la sucette. Mais c'est vrai que à partir de l'année 87, il est arrivé, Marco. Il arrive en 87. Marco Esner. Il arrive en 87. Cet été-là, il y a 6 joueurs qui signent. Je vais juste les rappeler pour montrer que Nice, c'est pas que... n'existe pas que depuis qu'il y a Ineos. Elsner, Djelmas, Marsiglia, Ricor, Bravo, Kurbos. Voilà, c'est les recrues. Et à l'époque, c'était des noms. Hein. Voilà. Ouais. C'est les recrues qui arrivent en 87-88. Marco a 27 ans. Quand il arrive à Nice, il séduit tout le monde au premier entraînement. À l'époque yougoslave, hein. Voilà, yougoslave, qui est Slovénie. Slovénie, qui est passé par l'Étoile Rouge de Belgrade, grand club qui a vu les Djazic, Prosinecki, des grands noms du football. Premier entraînement, mon ami Roger Ricor m'a dit premier entraînement, on avait compris quoi. Voilà, il jouait les deux pieds. Ailier droit. Pardon. Ailier droit, il était sur l'aile. Marco, il jouait. Il jouait ou libéraux. Oui, t'as raison. Ou au milieu. Oui. Presque. J'ai confondu avec Djelmas. Non, oui, voilà. Voilà, on t'en veut pas. C'est pas grave. Et donc, premier entraînement, il séduit tout le monde. Et à l'époque, à Nice, il y avait encore Carlos Curbelo qui jouait et qui était le libéro. Le libéro de l'époque. Le libéro de l'époque, Super 5, qui était indéboulonnable. Super joueur, un super mec. Donc Marco va plutôt jouer milieu défensif. La première année, il joue 37 matchs, je crois. Après, il reculera au poste de libéro. Et il avait une classe folle sur le terrain. Hein. On s'en souvient, il était élégant. Il avait les deux pieds. Dans le duel, dans le 1 contre 1, il était impassable.
Fred Joria m'avait dit c'est le joueur au niveau duel, c'est le joueur le plus fort avec qui j'ai joué. Alors que quand on regardait Marco Elsner, il était sec, hein. C'était sec, mais c'est pas c'était plutôt son élégance. Il avait une allure folle sur le terrain. C'était tout ça qui nous séduisait. Il était rassurant et tranquille. C'est un mec qui s'en faisait jamais. Et on le voit là avec Rock et Lucas. Voilà, Rock, c'est le plus petit, son plus petit des fils. Et Lucas, c'est le plus grand. Avec ses enfants, c'est quelqu'un qui gardait toujours son sang-froid sur le terrain et dans le vestiaire. Roger Ricord me disait qu'à une époque, on n'était pas bien du tout. On perdait, on allait mal. Et il lui disait, mais Marco, on va descendre. Et lui disait... Pas grave, Roger, on remontera. Donc, c'était toujours ça. La confiance, l'optimisme. La confiance, quand avec les milieux, des fois, il leur disait, vous, courir milieu de terrain, c'est votre job. C'était un mec adorable, qui a jamais refusé une interview. Chaque fois qu'on lui demandait 2 mots, il disait allez viens, on allait s'asseoir. Il allumait une cigarette, on l'appelait Marlboro parce qu'il fumait beaucoup, il fumait trop. Ça lui a été fatal puisque il est parti le 18 mai 2020 d'un cancer du poumon. Voilà, une tache sur le poumon alors que autrement le joueur n'avait pas de tache sur sa carrière. C'était fils de Branko Elsner, son papa était joueur, entraîneur et sélectionneur de l'Autriche. Donc lignée de footeux puisque maintenant maintenant c'est le fils. Voilà, c'était quelqu'un et qui est resté qu'on revoit de temps en temps parce que il est dans un des plus beaux buts de l'OGC Nice, marqué contre le PSG le 17 octobre 87. De Joël Batz, j'y étais à ce match. Voilà, où il fait une aile de pigeon. Magnifique, sur le côté droit. Voilà, un truc, un geste d'éternité. Et le retourner derrière. Un geste qui est resté, voilà. Et il fait ça, pourquoi ? Parce que Kurbos, en yougo, lui dit Druga. Ça veut dire deuxième poteau. Et il entend, et il fait l'aile de pigeon. Et Kurbos, retourne acrobatique. Dans la lucarne de Batz. Dans la lucarne. Ouais. Un but... le plus beau but de l'histoire de l'OGC Nice. Peut-être. Mais il avait été élu, je crois, plus beau but de l'histoire de l'OGC Nice à un moment donné. Je sais pas. Et c'est vrai qu'il était dans le générique de Téléfoot pendant de longues années. Voilà, donc Marco, c'était la classe sur le terrain, c'était la bienveillance en dehors, sourire, une voix, un accent. C'est vrai que tous ceux qui ont joué avec lui et qui l'ont approché, comme les journalistes, comme moi, ont été choqués par son départ à 60 ans. Ça nous a fait beaucoup de peine. Et c'est un mec qui restera dans l'histoire du club. Comme Djelma pour d'autres aspects. Que Miloš, c'était complètement autre chose. Mais Marco aussi, ça, il reste... Une fois, il avait joué avec une fracture de la clavicule. Et puis, une fois aussi, j'étais avec eux en stage à Saint-Martin-Vésubie. Il avait préparé toute une saison avec une fracture de la mâchoire. On le voyait avec sa paille, aucun aliment, il se plaignait jamais. Et franchement, il était là. Il avait refusé d'aller à l'AS Saint-Étienne à une époque parce que Nice et Saint-Étienne c'était chaud. Et donc, il avait dit non, voilà, je ne peux pas quitter Nice pour Saint-Étienne. En fait, il est parti et il est revenu. Ouais. Il a joué d'abord 3 ans, il est parti ensuite... Il est parti à l'Admira à Vienne, à Wacker. Il est revenu en 91 à Nice. À Nice, il a joué 150 matchs à peu près. Et voilà, on garde l'image d'un mec avec la classe, qui est resté à Nice après, qui a eu un resto. Au passage à niveau, voilà. Une pizzeria. Donc, que les Niçois connaissent bien. Et voilà. Maintenant, c'est son fils qui a pris le relais. Effectivement. Et évidemment, sur ce Nice-Le Havre, on aura une pensée pour Marco, évidemment, quand on verra son fils sur le banc de touche de cette équipe du Havre, Lucas Elsner. Donc, et Rock,
Donc Ouais. son autre fils était l'un des meilleurs amis aussi d'Hugo Lloris. Ils ont fait Hugo Lloris. leur classe ensemble, évidemment. Voilà pour ce Souviens-toi consacré à Marco Esner. Merci Et Philippe. juste encore un mot sur un autre joueur qui va être mis à l'honneur et donner le coup d'envoi, c'est Fabrice Mej, qui a été aussi un super joueur du gym. Élégant, un milieu de terrain, on a eu l'époque Bravo et après on a eu l'époque Mej qui a fini à Monaco aussi et qui mérite tous les applaudissements de l'Alliance, Fabrice, parce que bon, c'était un super joueur qui a du ballon. Du ballon, qui a beaucoup donné au gym. Effectivement. Merci Philippe pour ce magnifique Souviens-toi. Encore une fois, Léandra, Vivien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouvera évidemment dans une semaine. On en saura un peu plus sur ce dénouement de la Ligue 1. Il restera un match puisque Le Havre et le Paris Saint-Germain seront passés. On vous présentera ce match face à Lille. Merci à Sophie Doncé, Chloé Wargar et Philippe Bertigny à la préparation et à la réalisation de cette émission. On se retrouve donc vendredi prochain, je ne sais plus quelle date, mais c'est pas grave, c'est dans une semaine. Voilà, pour parler de ce match entre Lille et Nice, ce dernier match de championnat, le dénouement de cette Ligue 1. J'espère que vous nous serez encore une fois très fidèles. Bonne fin de semaine à tous, bon week-end prolongé. Et tous à l'Alliance, vendredi soir pour Nice-Le Havre. Bye bye.